Maintenant, vous arrivez à voir? D'accord. Donc, on avait un exemple sur l'application du théorème du point fixe. Donc, on devait résoudre cet exemple-là ce matin. Donc, on va continuer maintenant. L'énoncé est le suivant. On considère le problème de calcul de la racine L appartenant à 0 pi tel que 1 plus n demi sinus L est égal à L. Donc, on cherche à déterminer L qui me vérifie cette équation. Pour cela, on va proposer une méthode du point fixe. La méthode du point fixe est la suivante. On prend x0, un point initial quelconque appartenant à l'intervalle 0 pi, et on définit xn plus 1 est égal à g de xn avec g de x est égal à 1 plus n demi sinus x. 1 plus n demi sinus x. Donc, on va dire que si cette suite va être convergente, elle va converger vers l'élément qui fixe la suite, c'est-à-dire qui va me vérifier L est égal à G de L. L est égal à G de L, ça équivaut à dire que 1 plus n demi sinus L est égal à L, c'est-à-dire l'élément que nous cherchons. Là, il y a une erreur, avec G de x est égal à 1 plus n demi sinus x, bien sûr. 1 plus n demi sinus x. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de démontrer que cette suite, elle est convergente sur l'intervalle 0 pi. Qu'est-ce que ça veut dire convergente sur l'intervalle 0 pi? Ça voudrait dire quel que soit le point initial x0 que je vais prendre dans l'intervalle, je vais obtenir une suite convergente. Je vais obtenir une suite convergente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème. On va appliquer le théorème du point fixe. Que dit le théorème? Il faudrait que la fonction g soit stable sur l'intervalle 0 pi. Il faudrait que g soit contractante sur l'intervalle 0 pi. G stable sur l'intervalle 0 pi, ça voudrait dire que g de 0 pi doit être contenu dans 0 pi. Ceci d'une part. D'autre part, elle doit être contractante. Je vous rappelle la définition de ce matin. Une fonction g est dite contractante sur un intervalle AB s'il existe une constante k entre 0 et strictement inférieur à 1, quel que soit xy dans l'intervalle AB, g de x moins g de y en valeur absolue est inférieur ou égal à k fois x moins y. On a simplifié cette définition en rajoutant une remarque qui disait la chose suivante. Il suffit pour qu'elle soit, si elle est de classe, si la fonction g est de classe 1, c'est-à-dire c'est une fonction qui est dérivable et la dérivée est continue, dans ce cas-là, pour qu'elle soit contractante, il suffit que le maximum de g' en valeur absolue soit strictement inférieur à 1. Quand on regarde la fonction qui nous a été donnée dans cet exemple, on remarque que c'est une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire 1 plus n demi sinus x. C'est une fonction qui est donc forcément de classe C infinie. Elle est infiniment dérivable. Et donc, en particulier, elle est de classe 1. Et donc, je peux appliquer la remarque que nous avons vue ce matin. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vérifier si elle est contractante? Il faudrait que je regarde le maximum de la fonction g' dans l'intervalle 0 pi. Je vais regarder g', elle est égale à quoi? G de x est égal à 1 plus n demi sinus x. Alors, g' de x, la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc, g' de x est égal à n demi cosinus x, est égal à n demi cosinus x. Or, n demi cosinus, le cosinus x, quel que soit x appartenant à 0 pi ou ailleurs, le cosinus x, il est toujours inférieur à 1. Donc, n demi cosinus x, en fait, elle atteint son maximum pour x est égal à 0 et c'est égal à n demi. Donc, le maximum de g' dans l'intervalle 0 pi est égal exactement à n demi, qui est inférieur à 1. Ça voudrait dire que la fonction g est une fonction contractante.
Ça voudrait dire que la fonction g est une fonction contractante parce qu'elle me vérifie maximum de g' dans l'intervalle 0pi qui est égal à 1 demi qui est strictement inférieur à 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair la contraction? Donc là, j'ai utilisé la remarque de ce matin, c'est-à-dire j'ai remarqué d'abord que ma fonction est de classe 1. En général, on va travailler sur des fonctions de classe 1 au moins localement. C'est-à-dire que sur l'intervalle, elle va être forcément au moins de classe 1. Donc, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a la fonction, elle est de classe 1, pour vérifier si elle est contractante, il suffit de regarder le maximum de G' dans l'intervalle 0,1. G' de cette fonction, c'est quoi? C'est n demi cosinus x. Sur l'intervalle 0pi, le maximum en valeur absolue, il est atteint en 0 et il est égal à n demi. Il est égal à n demi. Est-ce que c'est clair pour la contraction? S'il n'y a pas de questions, je vais vérifier la stabilité. Pour la stabilité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vérifier que l'image de l'intervalle 0pi sur 2 reste contenue, que l'image de l'intervalle 0pi reste contenue dans l'intervalle 0pi. C'est-à-dire que je ne sors pas de l'intervalle. Pour cela, je fais une petite étude de la fonction g. Je calcule g' que j'ai déjà, je reprends g' que j'ai déjà calculé. G' de x est égal à 1 demi cosinus x. On voit que cette fonction 1 demi cosinus x, elle s'annule en x est égal à pi sur 2. Elle s'annule en x est égal à pi sur 2. Avant, pi sur 2, c'est une fonction positive, donc g, elle est croissante. Après, pi sur 2, c'est-à-dire entre pi sur 2 et pi, c'est une fonction négative et donc g est décroissante. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire pour la fonction g qu'elle va croître entre 0 et pi sur 2 pour décroître par la suite entre pi sur 2 et pi. L'image de l'intervalle 0pi, ça va être égal exactement à 1, 3 sur 2. Or, 1, 3 sur 2, il est contenu dans 0pi. Parce que pi, c'est bien sûr 3,14. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que l'image de l'intervalle est contenue dans lui-même. Ça voudrait dire que g est une fonction qui est stable. Stable et contractante entraîne que la suite définie par x0 dans 0pi et xn plus 1 est égal à g de xn est une suite convergente. Maintenant, si on veut dessiner à peu près ce qui va se passer, comme tout à l'heure, quand on a expliqué le graphe, on prend un x0 quelconque dans l'intervalle 0pi, on regarde l'image de x0, c'est-à-dire g de x0 qui va correspondre à x1. Bien sûr, pour retrouver x1 sur l'axe OX, il faut d'abord la projeter sur la droite y est égale à x. Ensuite, sur l'axe OX, on obtient x1. De même, je vais regarder x2, c'est quoi? C'est l'image par la fonction g de x1. Donc, x2 est égal à g de x1, qui est là. De même, je vais faire une projection sur la première bisectrice y est égal à x pour que je puisse par la suite le projeter sur l'axe OX. Donc, les suites qu'on va construire de cette manière-là vont être toutes convergentes et elles vont approcher le point qui est là, qui est l'intersection entre la première bisectrice y est égale à x et la fonction g de x, donc n. Donc n tel qu'on l'a noté dans l'exemple. Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur l'exemple? Je peux continuer? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce que je peux continuer la suite? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Donc c'est bon. Donc c'est bon. Je vais passer à une autre. Bon, je ne ferai pas la démonstration parce que c'est une perte de temps. À l'enseignement en ligne,
Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en principe, la semaine prochaine, on va être en présentiel. Donc, je préfère tout de même ne pas faire la démonstration. Vous verrez toujours la lire. Hein. Si vous avez besoin de la lire, elle est là, elle est dans le slide. Mais je ne vais pas la faire pour gagner du temps, si vous n'avez pas de questions. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la méthode de dichotomie. D'accord, je vais répéter la stabilité. Bon, pour la stabilité, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que G de l'intervalle 0pi soit contenu dans l'intervalle 0pi. C'est-à-dire l'image de l'intervalle reste dans l'intervalle, G bien sûr. L'image par rapport à la fonction G. Je regarde G' de x. G' de x est égal à 1 demi cosinus x. Elle s'annule bien sûr pour x est égal pi sur 2. Elle s'annule pour x est égal pi sur 2. Avant pi sur 2, c'est une fonction qui est positive. Et après pi sur 2, c'est une fonction qui est négative. Ça, c'est G'. Donc, par rapport à G, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une croissance, ensuite une décroissance. Entre 0 et pi sur 2, c'est une croissance qui va de quel intervalle vers quel intervalle? Qui va de l'intervalle, qui va de l'image, pardon, excusez-moi, qui va de l'image de 0 jusqu'à l'image de pi sur 2. Si je reviens à la fonction, c'est G de 0 est égal à 1 plus 1 demi sinus 0. Donc, elle va aller de 1 pour croître jusqu'à G de pi sur 2. G de pi sur 2, c'est quoi? Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est 1 plus 1 demi. Donc, elle va croître entre 0 et pi sur 2. La fonction G va croître de 1 jusqu'à 3 demi. De 1 jusqu'à 3 demi. Ensuite, elle va décroître entre pi sur 2 et pi de 3 demi et elle revient encore vers 1. Elle revient encore vers 1. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire l'image de l'intervalle 0 pi, c'est entre 1 et 3 sur 2. C'est entre 1 et 3 sur 2. Or, 1 et 3 sur 2, c'est contenu entre 0 et 3,14. Et donc, l'image de 0 pi est contenue dans 0 pi. Oui? Oui? Allez-y. Pardon? Allez-y, Kentos. Vous voulez poser une question? Allez-y. C'est clair? Vous vouliez poser une question, non? Ah, d'accord, ça fait rien. Donc, ça voudrait dire que l'image de l'intervalle 0 pi, elle est égale exactement à 1, 3 sur 2. Or, 1, 3 sur 2, elle est contenue dans 0 pi. Du moment qu'elle est contenue dans 0 pi, ça voudrait dire que G est stable. Est-ce que c'est clair pour la stabilité? Est-ce que c'est clair? Du moment que G, elle est stable et elle est contractante, alors la suite définie par x de 0 quelconque dans 0 pi et xn plus 1 est égal G de xn va être une suite convergente. Ce qu'on peut remarquer sur le graphe. Regardez, si je prends x0 quelconque et je commence à calculer x1, x2, etc., je remarque bien que c'est en train de s'approcher du point L qui est l'intersection de la fonction G avec la première bisectrice y est égal à x, c'est-à-dire celui qui va me vérifier G de L est égal à L. C'est clair? C'est clair l'exemple? D'accord. Si vous n'avez pas de questions, on va passer. Bon, je vous ai dit que pour la démonstration, on ne va pas la faire, mais vous pouvez la relire. Si vous trouvez des problèmes ou quelque chose, je peux toujours vous répondre. D'accord? Donc, après avoir expliqué la deuxième méthode, qui est la méthode du point fixe, on passe maintenant à la troisième méthode, qui est la méthode de Newton. Je vais d'abord vous expliquer le principe de cette méthode. Le principe de cette méthode, c'est de remplacer localement la fonction par la tangente en le point. C'est-à-dire que j'ai toujours le même problème, bien sûr, c'est de résoudre l'équation f de x est égal à 0. J'ai le même objectif, c'est de résoudre f de x est égal à 0. Pour arriver à cet objectif, j'ai toujours le même principe. Il faudrait trouver ou construire une suite qui va converger vers le 0 de f.
Il faut trouver une suite xn qui va converger vers le zéro de R, c'est-à-dire la solution de l'équation. L'idée de la méthode de Newton, qui est, on verra plus tard, une application de la méthode du point fixe, parce que tout au fait, la méthode du point fixe, elle donne phi qui est quelconque. Phi y est quelconque. Donc, seulement que dans la méthode de Newton, on a un choix particulier à ce phi. Comment on va réfléchir? On va localement, au lieu de chercher l'intersection de la courbe avec l'axe des x, ce que nous voulons obtenir, nous allons essayer d'approcher localement la courbe par les tangentes à la courbe. Par les tangentes à la courbe. Donc, je prends un x0, je regarde la tangente à la courbe en 7x0. Je regarde le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des x. Si j'obtiens l'intersection avec la courbe avec l'axe des x, c'est fini, j'ai obtenu ce que je cherche. Si ce n'est pas le cas, je reprends le nouveau point d'intersection, la nouvelle abscisse d'intersection, et je lui refais la même chose. C'est-à-dire, je la projette sur la courbe et je lui calcule encore sa tangente. Je réitère ce processus autant de fois que possible, jusqu'à l'infini. Regardez, si on voit sur le graphe, qu'est-ce que je fais? Je prends un x0 et qu'est-ce que je fais par la suite, ou un x1? Je prends la tangente à la courbe dans le point, par exemple, là, je n'ai pas dessiné le x0, par exemple, dans le point x1, f de x1. Cette tangente, elle va couper l'axe des x en un x2. Si ce x2, c'est R, c'est-à-dire la racine, je m'arrête. C'est bon, j'ai obtenu ce que je veux. Sinon, si ce n'est pas la racine, qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose pour x2, c'est-à-dire je le projette dans la courbe, je calcule aussi à lui sa tangente et je regarde encore l'intersection. Je refais ce processus indéfiniment. En refaisant ce processus, quand est-ce que je vais m'arrêter? C'est lorsque le point d'intersection de la tangente à la courbe avec l'axe des x, c'est le même point. Et donc, lorsqu'il s'agit de la racine au fait que je cherche, l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc, c'est ça le principe de la méthode de Newton. Est-ce qu'il est clair ou je le reprends? Est-ce qu'il est clair ou je le reprends? Vous pouvez répéter, madame. D'accord, je vais le reprendre. Donc, regardez, qu'est-ce que je fais? J'ai une fonction f de x qui, bien sûr, coupe l'axe des x en une racine r. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais calculer ce r, ou néanmoins construire une suite qui va approcher ce r. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un quelconque point, bon, dans le dessin, c'est x1, mais c'est x0 en principe au départ. Je prends n'importe quel point, x1, f de x1 de la courbe, ce point-là. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je calcule la tangente en ce point à la courbe. Je calcule la tangente en ce point à la courbe. L'intersection de la tangente en ce point avec l'axe des x va représenter pour moi x2. De même, bon, si x2 est égal à r, j'aurais résolu le problème. C'est bon, j'ai trouvé ma racine. Sinon, qu'est-ce que je fais? De même, je reprojette x2 sur la courbe, je regarde la tangente et je regarde encore le point d'intersection avec l'axe des x. Regardez au fait ce que je suis en train de faire. Je suis en train de remplacer ponctuellement la courbe par ses tangentes. C'est-à-dire, au lieu de regarder directement l'intersection de la courbe avec l'axe des x, qui est difficile parce que je n'arrive pas à le trouver, je vais remplacer avec des intersections des droites, qui sont faciles à trouver, avec l'axe des x. Je fais cela indéfiniment de fois, de telle sorte à qu'à un certain moment, je vais approcher ou je vais tomber exactement sur
la racine R qui va être en même temps l'intersection de la tangente à R avec l'axe des X avec la coupe. Est-ce que vous avez compris un peu le principe? Je reconnais qu'il est quand même particulièrement difficile. C'est-à-dire il faut imaginer ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'au départ, je vais essayer de prendre des tangentes, remplacer ma coupe par des tangentes. Imaginez cette coupe qui commence à devenir des segments, ponctuellement des segments, comme si vous la coupiez en segments. Et à chaque fois, vous regardez les tangentes et vous regardez les intersections. Jusqu'à ce que cette intersection, bon, au meilleur des cas, elle va être égale à R, bien sûr, et sinon, bien sûr, elle va approcher à R au fur et à mesure. C'est ça le principe de la méthode de Newton. C'est ça le principe de la méthode de Newton. Voilà, jusqu'à ce que ce X2 devienne lui-même X1. C'est-à-dire, à un moment donné, l'intersection de l'élément, c'est lui-même, avec l'axe des X, avec la courbe. Et ça voudrait dire, c'est la solution, c'est ça. Et ça voudrait dire, c'est la solution de l'équation f de x est égal à 0, ou bien c'est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des X. Est-ce qu'il est clair le principe? Maintenant, comment trouver? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, comment le trouver? C'est tout simplement l'intersection de la tangente. C'est comment trouver x1 à partir de x0. Comment trouver x1 à partir de x0? x1, c'est quoi? C'est l'intersection de la tangente en x0 avec l'axe des x. Donc, c'est T1 de x. Si on écrit l'équation de la tangente, T1 de x est égal f de x0 plus x moins x0 f' de x0 intersecté avec l'axe OX, c'est-à-dire y est égal à 0. Donc, x1, c'est quoi? C'est la solution de l'équation f de x0 plus x moins x0 f' de x0 est égal à 0. Donc, x1, c'est x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et de manière générale, c'est quoi xn plus 1? C'est xn moins f de xn sur f' de xn. Bien sûr, xn plus 1, c'est l'abscisse d'intersection de la tangente à la courbe en le point xn f de xn avec l'axe des x, c'est-à-dire avec y est égal à 0. Donc, ça me donne cette écriture de la suite de Newton. Est-ce qu'elle est claire? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein, comme ça, si quelqu'un n'a pas compris, est-ce qu'elle est claire, la manière? D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on construit la suite de Newton. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, est-ce qu'il y aura convergence? C'est une suite quand même qui pose problème. Est-ce que la tangente, par exemple, est-ce que la tangente coupera toujours l'axe des x? Si la tangente, elle est parallèle à l'axe des x, elle ne pourra pas le couper. Et donc, ce point x1 ou xn, on ne peut pas l'obtenir. Donc, on remarque d'ores et déjà que la méthode de Newton exige déjà que f' soit différent de 0. Parce que si f' est égal à 0 quelque part, le processus de la construction va s'arrêter. Pourquoi il va s'arrêter? Parce que la tangente en ce point où elle est nulle, elle ne coupe pas l'axe des x. Au contraire, elle est parallèle à l'axe des x. Et dans ce cas-là, on ne peut pas trouver l'itéré n plus 1 à partir de l'itéré n. Donc, parmi déjà les conditions triviales de la méthode de Newton, c'est que f' doit être différent de 0. On verra qu'il y aura d'autres conditions parce que le théorème de Newton comporte un nombre très important de conditions. Pourquoi? Parce que la convergence ne peut pas être assurée, quel que soit x0, si on utilise les intersections de la tangente. Ça se peut que l'intersection va dégénérer, c'est-à-dire qu'elle va carrément sortir de l'intervalle AB. Et si elle sort de l'intervalle AB, il n'y a pas de raison pour qu'elle va converger vers la racine. Donc, c'est pour cela que la méthode de Newton
exige énormément de conditions. D'accord? Exige énormément de conditions. On va énoncer le théorème de Newton, là où on va donner toutes les conditions qu'il faut que la fonction f vérifie pour que la suite de Newton soit convergente. Alors, quelles sont les conditions? Donc, on va les énumérer un à un et je vais vous les expliquer. Je vais vous les expliquer. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on a chacune des conditions. Donc, la première condition, c'est de dire que f soit de classe C2, c'est-à-dire qu'elle soit dérivable deux fois et que la deuxième dérivée doit être continue. Tout ça, pour la première dérivée, on l'a vu, c'est pour pouvoir assurer l'existence des intersections. Pour la seconde dérivée, ça va être un problème de courbure. Est-ce que la fonction, elle est concave ou convexe? Il faudrait que notre fonction, on peut au moins savoir, est-ce qu'on peut comprendre, on peut mesurer sa courbure. Donc, la première des conditions, il faudrait que f soit de classe 2, c'est-à-dire dérivable deux fois et la deuxième dérivée doit être continue. La deuxième condition, de b fois f de a soit inférieur à 0. Oui. Et là, vous m'entendez? Donc, je reprends. Je reprends à partir du théorème, c'est ça? Oui? D'accord. Donc, je vais reprendre. Donc, le théorème de Newton va nous permettre d'assurer la convergence de la suite de Newton. Vous allez voir que les conditions, elles sont nombreuses, mais elles sont réalisables. C'est-à-dire, ce n'est pas des conditions impossibles, en fait. Donc, parmi les conditions du théorème sont les suivantes. Il faudrait que la fonction f soit de classe C2 dans l'intervalle AB. Ça voudrait dire qu'il faudrait que la fonction soit dérivable deux fois et la deuxième dérivée continue. Il faudrait que f de A fois f de B soit inférieur à 0, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un changement de signe de la fonction f dans l'intervalle AB. La troisième condition, il faudrait que f' de x soit différente de 0. Cette condition elle est très importante parce que sinon, on ne pourra pas construire les tangentes et on ne pourra pas regarder les points d'intersection de la tangente avec l'axe des x. Si f' de x est égal à 0, la tangente va être parallèle à l'axe des x et il n'y aura pas d'intersection. La troisième condition, il faudrait que f' et f seconde gardent un signe constant. Donc, on exige de f qu'elle soit ou croissante ou décroissante, qu'elle soit monotone. Et on exige à f seconde de garder un signe constant, c'est-à-dire que la courbure, c'est-à-dire où la fonction, où le graphe de la fonction est concave complètement dans AB, ou il est complètement convexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement de courbure. Et la quatrième condition, si on note C, l'élément où f' est minimal, alors il faudrait que f de C sur f' de C en valeur absolue soit inférieur ou égal à B moins A. Ce C-là, que représente-t-il? Il représente l'élément où f' en valeur absolue est minimal, c'est-à-dire où f' atteint son minimum. Ce n'est pas le minimum de f', faites attention. Ce n'est pas le minimum de f',
c'est l'élément où elle est en son minimal. C'est l'élément où elle atteint son minimum. Il existe, d'après toutes les conditions précédentes. On a vu que f seconde gardait un signe constant et donc que f prime, elle était elle aussi monotone. Du moment qu'elle est continue, elle atteint ses bornes, donc cet élément, il existe bien. On sait même mieux. Ce C-là, il est ou bien égal à A ou bien égal à B. Du moment que f prime, elle est ou bien croissante ou bien décroissante. Donc le C, il peut être facilement déterminé. C'est ou bien A ou bien B. Qu'est-ce qu'il doit vérifier le C? Il doit vérifier f de C sur f' de C en valeur absolue inférieure ou égale à la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire B moins A. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça voudrait dire cette condition. Cette condition, l'élément où f' est minimal, c'est l'élément où la tangente à la courbe est la plus grande possible, c'est-à-dire la plus inclinée possible. Il faudrait que f de C sur f' de C inférieur ou égal à B moins A, cela traduit que même si la tangente à la courbe est la plus grande possible, il faudrait que l'intersection de cette tangente avec l'axe des X reste toujours dans l'intervalle AB. Voilà ce que traduit cette condition. Donc, je répète. Quand je dis, si je note C, l'élément où f' est minimal, l'élément f' est minimal, c'est l'élément où la tangente, elle est la plus inclinée possible, n'est-ce pas? Il faudrait que l'intersection de cette tangente avec l'axe des X ne sort pas de AB. Elle reste toujours dans l'intervalle AB. Voilà ce que traduit géométriquement la condition 4. Voilà ce que traduit géométriquement la condition 4. Alors, si toutes ces conditions-là sont vérifiées, la suite de Newton va être convergente et elle va converger vers l'unique racine alpha de f sur AB. Pourquoi elle est unique, cette racine? Parce qu'on a tout fait pour. F' ne change pas de signe, F' garde un signe constant, f de A fois f de B inférieur à 0. Donc, pour la fonction f, elle est monotone et elle change de signe. Donc, elle admet une unique racine. Alors, si ces conditions-là sont toutes vérifiées, la suite de Newton définie par x0 dans AB et xn plus 1 est égal xn moins f de xn sur f' de xn va converger vers l'unique, hein, c'est pas l'unique, c'est l'unique, vers l'unique racine alpha de f sur AB. De plus, nous avons ces deux relations, nous avons la relation de l'erreur qui me donne xn plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à grand M sur 2 fois petit m, xn plus 1 moins xn au carré. Où grand M, c'est le sup de f seconde sur AB, ou bien le maximum, parce qu'on sait qu'il est atteint. F seconde, c'est une fonction qui est continue sur AB. AB, c'est un intervalle borné et fermé, donc elle atteint ses extrémums. Et petit m, c'est quoi? C'est l'inf ou le min de la valeur absolue de f' sur l'intervalle AB. Est-ce que c'est clair le théorème? Est-ce que le théorème de Newton est clair? La dernière condition. D'accord, je vais la reprendre. Alors, que dit la dernière condition? Elle dit que si on note C, l'élément où f' est minimal. L'élément, ça voudrait dire f' de C, c'est le plus petit possible. F' de C, c'est le plus petit possible dans l'intervalle AB. Regardez, c'est quoi la pente de la tangente? C'est quoi la pente? C'est 1 sur f', n'est-ce pas? La pente de la tangente, c'est 1 sur f'. Quand f', il est très petit, qu'est-ce que ça voudrait dire pour cette tangente? Ça voudrait dire qu'elle est très inclinée par rapport à l'axe des X. Ça voudrait dire, si f' est minimale, si elle s'approche de 0, ça voudrait dire qu'elle est presque parallèle. Mais regardez, quand on coupe de droite, l'une, elle est presque parallèle à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas parallèle parce que f' est différente de 0. Mais elle est très petite. Qu'est-ce qui se passe quand vous coupez de droite pareil? Il se passe que l'intersection en général, elle est très loin. Que l'intersection, elle est très loin.
Alors, on pose cette condition, f de c sur f' de c inférieur ou égal à b moins a, pour imposer à ce que l'intersection reste toujours dans l'intervalle AB. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas de l'intervalle AB. Je préfère arrêter le partage et vous dessiner quelque chose sur le tableau. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on arrête le partage et je vais vous expliquer cette condition. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage. Je vais aller vers le tableau blanc. On va essayer de dessiner. Une seconde, le temps que ça quitte. Voilà. Donc là, ça a arrêté le partage. Je vais aller vers le tableau blanc. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, regardez. On suppose. Voilà. Non, ça c'est pour le tableau, c'est pas pour l'épaisseur. Ça ne fait rien. Donc, on suppose que. Je m'excuse pour l'épaisseur, j'arrive pas à la régler. Donc, pardon. Je suis pas habituée à ce tableau, donc ça pose un peu de problème pour moi. Voilà. Donc, supposez, vous avez une fonction comme ça qui coupe, donc la A et la B. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Je vais changer de couleur pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Je vais prendre une couleur où ça se voit. On regarde par exemple ce point, on prend la tangente, pardon, excusez-moi, c'est une droite. On prend la tangente, j'ai du mal à dessiner avec ça, c'est pas possible. J'ai du mal à dessiner avec, désolée. J'ai du mal à dessiner avec. Je vais reprendre. Donc, voilà, là, et voilà. Donc, supposez, je vais prendre une droite, comme ça je ne risque pas de... Supposez que vous devez dessiner la tangente ici, d'accord, à ce point. Supposez que vous travaillez dans cet intervalle. Ça, c'est A. Ça, c'est A. Je n'arrive pas à dessiner avec. Hein. Regardez, si je travaille dans cet intervalle, par exemple, est-ce que la tangente à la courbe, elle est obligée de couper l'axe des X dans l'intervalle AB? Pas forcément. Regardez, elle peut, si je travaille dans cet intervalle-là, hein, d'ici à là, elle le coupe ici et elle sort de l'intervalle. Pourquoi elle sort de l'intervalle? Parce que l'élément que j'ai choisi ici, c'est un élément où F' est la plus petite possible. Regardez, c'est la pente la plus grande. Et du moment que F' est le plus petit possible, donc la droite, elle est la plus inclinée possible. Et quand la droite, elle est très inclinée, ça se peut qu'elle ne coupe pas l'axe des X dans l'intervalle d'étude. Ça se peut qu'elle le coupe ailleurs. Vous n'arrivez pas à suivre. Vous ne voyez pas le dessin, c'est ça? Est-ce que vous ne voyez pas le dessin? Vous ne voyez pas l'intervalle. Justement, je ne voulais pas le dessiner parce que j'y arrive pas. Je voulais juste... Voilà, je vais réessayer. Donc, supposez que ça, c'est l'intervalle. Une seconde. Hein. Une seconde. Donc, supposez que là, je veux juste vous délimiter l'intervalle, c'est tout. Bon, je vais essayer de le délimiter avec les lignes. D'accord? Je vais essayer. Allez-y. Oui? Oui, Chablis. Vous voulez parler? Allez-y.
Quelqu'un a levé la main, non? Je me trompe. Donc, d'accord. Donc, je vais essayer. Oh, c'est impossible. J'arrive pas à maîtriser le crayon. Donc, suppose, voilà, que ça, c'est l'intervalle. J'arrive pas à maîtriser le crayon. Désolée. Ça, c'est l'intervalle. Supposez que ça, c'est l'intervalle AB. Voilà, il s'arrête là. Vous arrivez à voir l'intervalle maintenant? Ça, c'est A. Supposez que ça, c'est A. Et ça, c'est B. D'accord? Regardez la tangente ici. Regardez la tangente. Elle coupe l'axe des X, mais elle le coupe en dehors de l'intervalle. Pourquoi? Parce que la tangente là, elle est de pente la plus grande possible. Et donc, il y a forte probabilité que lorsque je trace la tangente et j'essaye de calculer le point d'intersection, il va être là. Il va être en dehors de mon intervalle AB. S'il est en dehors de mon intervalle, il y a des coupures. Il y a des coupures, vous n'arrivez pas à m'entendre? Oui ou non? Non? Alors, si ça coupe en dehors, vous entendez? Saoud, vous entendez? Donc, si ça coupe en dehors de l'intervalle, ça voudrait dire que je vais dégénérer ma suite. Je ne vais pas rester dans l'intervalle AB. Et il y a forte probabilité qu'elle ne va pas retourner pour revenir et s'approcher de ma racine. Est-ce que c'est clair, cette condition? Est-ce que vous avez compris? Grâce au graphe, bon, il n'est pas tellement bien fait, mais est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui? D'accord. D'accord? Donc voilà, ça c'est la dernière condition, celle du C. Donc je vais revenir vers le partage du document. On va prendre un peu de temps. Voilà. Donc, vous arrivez à voir le diaporama? Est-ce que vous arrivez à voir? Vous êtes sorti du tableau? Oui. Oui? D'accord. Oui. Donc voilà, ça c'est la condition sur le C. Le C traduit au fait la plus grosse inclinaison, est-ce qu'elle reste dans l'intervalle? Voilà ce que ça traduit. Je n'aurais pas fait toutes ces explications si j'avais fait la démonstration. D'habitude, je la fais. Mais cette année, je l'ai enlevée parce qu'on n'a pas le temps. On a déjà démarré en retard. Donc, je préfère ne pas la faire. D'accord? Je préfère ne pas la faire. Je préfère surtout que vous compreniez le principe de cette suite. Alors, une fois qu'on a calculé la suite, si ces conditions-là sont vérifiées, la suite construite ainsi, c'est-à-dire xn plus 1 est égal xn moins f de xn sur f' de xn. Rappelez-vous toujours, xn plus 1, c'est quoi? C'est l'abscisse de l'intersection de la tangente à la courbe en le point xn f de xn avec l'axe des x. Rappelez-vous, c'est ça xn plus 1. Alors, cette suite-là va être une suite convergente. De plus, comme toujours, on a besoin de la formule de l'erreur, c'est-à-dire celle qui m'estime à la énième itération, je suis à quelle distance de alpha. Alors, la formule de l'erreur dans la méthode de Newton est la suivante. Xn plus 1 moins alpha, en valeur absolue, est inférieur ou égal à grand M sur 2 petits m, xn plus 1 moins xn au carré. Où grand M, c'est quoi? C'est le maximum de f secondes sur l'intervalle AB. Regardez, ici j'ai écrit sup, mais en fait c'est un maximum vu les conditions qui étaient en dessus. Et petit m, c'est quoi? C'est le minimum de la valeur absolue de f' dans l'intervalle AB, autrement dit, c'est f' de C. C'est f' de C en valeur absolue. Est-ce que le théorème est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Donc la suite, non? Donc la suite ainsi construite, elle sera convergente.
Maintenant, je reviens au C. Regardez, vu les conditions précédentes, le C n'a pas le choix, au fait. C'est ou bien A ou bien B. Alors, en général, comment on le détermine? On regarde la valeur absolue de phi' de A et la valeur absolue de phi' de B. Si phi' de A, si f' de A est inférieur à f' de B en valeur absolue, alors C, c'est A. Sinon, c'est B. C'est-à-dire, en général, quand on écrit l'algorithme de Newton, on n'écrit pas si on note C, etc. Ça, c'est juste pour vous expliquer le sens de C. Mais au fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde f' de A et f' de B en valeur absolue. Si f' de A est inférieur à f' de B, alors C, c'est A. Sinon, C, c'est B. Voilà comment on détermine le C. Voilà comment on détermine le C. C'est clair jusque-là? Donc maintenant, on fait un petit exemple. Alors, soit f de x est égal x au carré moins 3x plus 2 moins exponentielle x. Et soit alpha, la racine de f de x dans l'intervalle 0, 0,5, hein, c'est pas 0,1, 0, 0,5. Alors, on veut appliquer la méthode de Newton pour déterminer cette racine. L'intervalle, ce n'est pas 0,1, hein, c'est 0,1,5. On veut voir est-ce qu'on peut appliquer la méthode de Newton pour déterminer la racine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'énumérer les conditions et de les vérifier. D'abord, la première condition, c'est quoi? Il faudrait que f soit de classe 2 dans l'intervalle 0, 0,5. Ce qui est vrai, parce que f, elle est polynôme et exponentielle. Elle est même de classe infinie. Donc f, elle est au moins de classe 2. Deuxièmement, il faudrait vérifier que f de 0 fois f de 0,5 est négatif. Vous pouvez vérifier sur vos calculatrices. Hein. Ce n'est pas 0,89, c'est moins 0,89. D'accord? J'ai oublié le moins. C'est moins 0,89. Et donc, effectivement, c'est négatif. Je vérifie, est-ce que f' ne s'annule pas? Est-ce qu'elle garde un signe constant? Alors, je calcule f' de x. f' de x est égal à 2x moins 3 moins exponentielle x. Vu comme ça, je ne peux pas savoir son signe et de toutes les façons, j'ai besoin de calculer f seconde. Donc, je calcule f seconde pour étudier f' et pour regarder aussi le signe de f seconde. En étudiant f seconde, c'est quoi? C'est 2 moins exponentielle x. Elle s'annule pour x est égal à ln de 2. ln de 2, c'est bien sûr 0,69, etc. Donc, dans l'intervalle 0, 0,5, la fonction f seconde garde un signe constant qui est positif. Elle est positive. F' alors, elle est croissante. Elle est croissante de quelle valeur vers quelle valeur? De la valeur de f de 0, qui est égale à moins 4, jusqu'à la valeur de f de 0,5, qui est égale à moins 2, moins exponentielle 0,5. Qu'est-ce que je remarque? Qu'elle est croissante entre deux valeurs négatives. Entre deux valeurs négatives, et donc f', elle est tout le temps négative et elle ne s'annule pas. F' est négative et elle ne s'annule pas. F seconde, elle est tout le temps positive dans l'intervalle 0,05. Et donc, toutes les conditions, les premières conditions du théorème de Newton sont vérifiées. Il me reste la dernière condition. Rappelez-vous, c'est quoi C? C, c'est l'élément où f' en valeur absolue, elle est minimale. En valeur absolue, hein? En valeur absolue, elle est la plus petite possible. Si je regarde bien le tableau, en 0, elle vaut moins 4. Et en 0,5, elle vaut moins 2, moins exponentielle 0,5. Bien sûr, qui est beaucoup plus petit que moins 4. Donc, le minimum en valeur absolue, c'est quoi? Il est atteint en 0,5. En valeur absolue, il est atteint en 0,5. Bien sûr, sans valeur absolue, le moins 4, il est plus grand que moins 2, moins exponentielle 0,5. Mais en valeur absolue, le plus petit des éléments, il est là. Donc, C est égal à 0,5. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Elle doit vérifier f de 0,5 sur f' de 0,5 inférieur à la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle ici, entre 0 et 0,5, c'est 0,5. On calcule f de 0,5, on l'a déjà calculé, c'est moins 0,89, etc. F' de 0,5, c'est moins 2 moins exponentielle 0,5. On fait le rapport et on obtient 0,24 qui est inférieur à 0,5. Donc, au fait, les conditions de Newton sont toutes réunies pour cette fonction f de x. Et donc, la suite de Newton, elle est convergente. Et donc, la suite de Newton est convergente. Est-ce que c'est clair l'exemple? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, Saoud, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exemple? F et F', allez-y. Parlez-moi, ça ne fait rien. Branchez votre micro, ça ne me dérange pas, allez-y. Parce que vous m'avez écrit quelque chose que je n'ai pas vu. Ah, vous ne pouvez pas activer, ça ne fait rien. Dites-moi seulement ce que vous voulez me dire. Je n'ai pas vu votre... attendez, je vais essayer d'afficher le chat. On vérifie toutes les conditions, oui. On vérifie que f elle est de classe 2. On vérifie qu'il y a un changement de signe. Bon, là, vous pouvez le vérifier. Après, vous pouvez vérifier. C'est moins 0,89. Hein. Vous pouvez faire les calculs. Vous vérifiez que f' ne s'annule pas, qu'elle garde un signe constant dans l'intervalle 0,05. Vous vérifiez aussi que f seconde garde un signe constant. Écoutez, f seconde, elle peut s'annuler. Hein. F seconde, elle peut s'annuler. L'important, c'est juste qu'elle garde un signe constant. Et vous vérifiez aussi que si c'est l'élément où f' est minimal en valeur absolue, il faudrait que f de c sur f' de c soit en valeur absolue inférieure à la longueur de l'intervalle. Donc, il faut vérifier toutes ces conditions-là. Oui, c'est-à-dire que si la fonction f', elle est croissante, ensuite décroissante, c'est ça. C'est pas un problème. Il faut chercher la valeur minimale dans tout l'intervalle, exactement. Mais est-ce que f' peut être croissante et décroissante? Est-ce qu'elle peut l'être? Vu les conditions que nous avons, est-ce qu'elle peut l'être? F seconde, il est comment? Non. F seconde, il est comment? Il garde un signe constant. Du moment que f seconde garde un signe constant, f' n'a pas le choix. Elle est ou croissante ou décroissante. Donc, C, c'est toujours ou A ou B. C'est toujours l'une des deux bandes. Je vous en prie. C'est clair? C'est clair? Donc là, j'avais prévu d'enchaîner avec une autre méthode, mais je pense que c'est beaucoup trop. Hein. C'est beaucoup trop pour une journée. Je préfère arrêter le cours. Si on fait présentiel la semaine prochaine, c'est juste pour vous informer. Si on fait présentiel la semaine prochaine, je préfère qu'on fasse les TD en présentiel. D'accord? Les TD en présentiel. C'est pour ça que je préfère garder notre cours comme ça en ligne pour gagner du temps. Et faire les TD pour que vous puissiez mieux comprendre et pratiquer en TD ces théorèmes. D'accord? Je ne sais pas si, d'après l'administration, ils nous ont envoyé un mail disant que la semaine prochaine, ils nous ont dit que c'est la semaine prochaine. Ils ont dit que c'est à partir de samedi. Ce samedi, on va reprendre en présentiel. Oui, en principe, c'est officiel. Ils nous ont envoyé un message. Ils nous ont envoyé un message. Donc, c'est pour ça que je veux avancer un peu dans le cours, pour qu'on puisse faire des exercices en présentiel. C'est mieux, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, j'arrête pour la méthode de Newton. En principe, oui. En principe, oui. Vous avez TD, monsieur à 8h, à 9h40. À 8h, on dit mal les masters, un TD. Tout à 9h40 en principe. Justement, et les masters, ils sont toujours en ligne.
Je ne sais pas. Ils vont nous donner de nouveaux emplois du temps. Ils vont nous donner de nouveaux emplois du temps afin de ne pas mélanger les cours en ligne avec les cours en ligne, avec les cours excusez-moi, hein, ils vont pas mélanger les cours en ligne avec les cours en présentiel. Donc, je pense qu'on va avoir un emploi du temps à suivre. Je pense qu'on va avoir un emploi du temps à suivre. Oui, il y a un evercap. Oui. On va avoir un emploi du temps à suivre. Donc, dès que, je sais pas, moi j'aurais aimé laisser comme ça le cours en ligne, comme ça on avance en cours, et quand on se voit en présentiel, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, je préfère qu'on fasse des TV. Bon, là, je vais arrêter à ce point le cours, d'accord? Essayer de bien le réviser, de revoir tous les points qu'on a fait. Et d'ici dimanche ou samedi, ils vont sûrement nous poster quelque chose. D'accord? Ils vont sûrement nous poster quelque chose et on saura comment on doit procéder. D'accord? Donc, bon courage et essayez de revoir les cours. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par email. D'accord? Ne restez pas comme ça sur des choses que vous n'avez pas compris. D'accord? Vous pouvez toujours me contacter. D'accord. Bon courage. Au revoir. Bon courage.